Merci Anne. Je ne vais pas prendre la parole trop longtemps puisque l'heure tourne et nous avons à échanger avec la salle quelques idées clés sans être trop réducteur, tu m'en excuseras. Le jeunisme est imposé par la société, notion extrêmement importante. Il convient de positiver les enjeux du vieillissement. La vieillesse est un point de vue, en citant Boris Cyrulnik. La notion d'agisme, qui va beaucoup nous intéresser ce soir. On est socialement vieux, de plus en plus jeune. Et pour les idées maîtresses, dont Madame Marciac nous a régalé. Merci à tous les intervenants. On remercie bien sûr Madame Sauvage qui avait une contrainte familiale extrêmement importante, donc nous la respectons. Et maintenant, nous allons donner la parole à la salle. Bonsoir. Je vais commencer par un témoignage rapide. On a créé une association d'aide aux aidants à partir des aidants et de bénévoles en Sud-Essonne, et on a réfléchi et on met en place ensemble le répit à domicile. Et donc, parmi tout ce qu'il y a dans ce projet, il y a la dimension intergénérationnelle. Et j'avais une question à vous demander, Madame, sur le logement. Et après, j'ai une remarque. Oui. Comment vous faites, parce que je ne l'ai peut-être pas entendu, sur le logement? Est-ce que c'est que des vieux ensemble? Est-ce que c'est des vieux et des moins vieux? Ou des jeunes? Est-ce qu'on va habiter avec des familles et des jeunes enfants, parce qu'on emploie le mot intergénérationnel, mais quand on a des générations qui vont de 60 ans à 80, enfin des gens qui vont de 60 ans à 90 ans, il y a plusieurs tranches d'âge aussi. Donc c'est effectivement le choix d'habiter entre vieux et vieilles, ou gens qui ont plus de 50 ans, plus de 60 ans, ou d'habiter en tant que vieux et vieilles avec des familles et des enfants. Ça, c'est le choix des groupes. Il y a avantages et désavantages, inconvénients, selon. Il faut y aller en toute connaissance de cause. Ceci dit, le fait d'habiter entre vieux et entre vieilles, on va dire ça comme ça, même si c'est de 60 à 90 ans ou 55 ans à 90 ans, ne veut pas dire qu'on se coupe du monde, surtout pas, et ne veut pas dire qu'on rejette ce que nous appelons l'intergénérationnel. L'intergénérationnel peut se créer dans un quartier, la maison peut être ouverte à des activités intergénérationnelles. Le choix, c'est d'habiter. Là, on habite, mais on habite dans un quartier, on habite, voilà, avec des familles, des plus jeunes, on a des activités, etc., etc. Donc, c'est le choix des groupes qui se constituent, qui normalement en discutent. Voilà. La plupart du temps, les gens désirent de l'intergénérationnel. Il y a cependant des groupes de vieux et de vieilles. Il y en a pas mal quand même, qui ont des arguments qui sont assez concrets sur les rythmes de vie, sur vous voyez, quand vous avez plus de 60 ans ou plus de 70 ans et que vous êtes dans un habitat où il y a des familles et des plus jeunes, dans la journée, vous êtes seul. Or, vous êtes venu dans ce genre d'habitat justement pour ne pas être seul. Et puis, quand on vieillit, on approche de la mort. On se dit ça, hein, je ne sais pas, normalement c'est comme ça. Et je crois qu'on a aussi besoin d'en parler entre pairs. Ce genre d'habitat, cette manière d'habiter, quand elle inclut la réflexion sur je dis la dépendance, effectivement, aujourd'hui on dit la perte d'autonomie, c'est pas mieux que la dépendance, la perte d'autonomie, hein. Pour moi, c'est l'expression. Inclut aussi la fin de vie, comment on va vivre notre fin de vie. On va vieillir ensemble, donc on va aussi peut-être pouvoir en parler, ce n'est pas si simple, mais en tout cas c'est bien d'y penser. Et avec les plus jeunes, ce n'est pas facile. Beaucoup de vieux et de vieilles vont dans ces habitats puisqu'ils ne veulent pas peser sur leurs enfants
pourquoi irions-nous peser sur les enfants des autres ? Etc., etc. C'est toute une démarche, toute une réflexion. Et puis il y a ceux qui défendent vraiment entre vieux et vieilles et ceux qui disent « Ah non, c'est pas possible, c'est un ghetto, moi je veux être avec des enfants, des familles ». C'est selon la manière dont chacune réfléchit et surtout comment cela s'imbrique dans une réflexion collective pour une décision collective. Voilà ce que je peux vous répondre. Juste une deuxième remarque sur, rien à voir, mais sur le poids politique des plus de 60 ans qui est très important en France, et ça, c'est en perspective par rapport à ce que vous disiez, votre docteur Marcillac, c'est-à-dire que ceux qui définissent la règle du jeu en France, c'est les personnes, les sénateurs, ils ont en moyenne 64 ans. Donc, il y a quand même un truc extrêmement étonnant. Moi, j'ai été d'accord avec chaque mot que vous avez dit, c'est pour ça qu'on a créé cette association, mais enfin, ceux qui ont le pouvoir en France, c'est les personnes âgées, vieilles, enfin, on le dit comme on veut, quoi. Donc, dans la représentation collective, il se passe autre chose, mais sur la définition, le chiffre c'est 40% des maires en plus de 60 ans. Donc que ce soit au niveau sénateur, que ce soit au niveau des communes, tout ce qui est la vie collective est défini par des gens, heureusement, qui ont la maturité, tout ça. Enfin. Je vous remercie de votre remarque, c'est tout à fait exact. Je pense que là aussi, on pourrait introduire la notion d'agisme. C'est que c'est pas parce qu'on a 60 ans ou plus et qu'on est gouverné entre guillemets par des personnes de cet âge-là qui n'ont pas forcément envie d'être déjà catégorisées là-dessus. Donc c'est pas une priorité plus que ça. Enfin voilà. Donc je dis pas tout le monde, je fais pas des généralités hâtives, mais voilà, c'est là encore une fois la perception de la vieillesse et pourquoi c'est ça ? Parce que souvent, aussi, les personnes ont moins d'activité professionnelle, et tant mieux, elles sont disponibles pour la collectivité, donc elles s'engagent en politique, etc. Donc voilà, mais la contradiction est là, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais on a un vrai problème dans la société actuellement. Bonjour. Alors, moi aussi, j'ai une remarque, en fait, et une question à poser à l'association à l'âge. La remarque, c'est, on dit en général que les projets d'habitat participatif et regroupé ont une principale contrainte, c'est la notion de temps. Le temps pour monter ces projets-là, et que souvent, durant ce temps, les gens s'épuisent en fait un petit peu, et lorsque le projet aboutit, s'il aboutit, les gens ne sont pas forcément là pour vivre dedans. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez, on a compris qu'il y avait beaucoup de groupes et de réflexions, est-ce que vous avez des exemples d'habitats qui ont vraiment abouti avec des personnes âgées dans ce type d'habitat? Et c'est vrai qu'un habitat participatif pour les personnes vieillissantes, ça ne doit pas prendre tout ce temps-là, le temps qui a été pris jusqu'ici. Il y a des habitats participatifs qui prennent encore du temps. Mais aujourd'hui, on collabore de plus en plus et avec les bailleurs sociaux, et nous sommes sur un projet à Nantes où on collabore aussi avec un promoteur. Ce qui fait que l'habitat participatif, c'est pourquoi la dénomination habitat participatif est un peu me gêne, moi, par rapport à ces habitats que désirent et dont les personnes qui vieillissent expriment le besoin. En fait, le plus important, c'est pas important de participer à la construction réelle de son habitat quand on a plus de 70 ans. On n'a pas envie de construire soi-même sa maison, enfin pour la plupart des gens. Ce qui est important, c'est la manière dont on va y vivre. Ce qui est important, c'est que les logements et la maison soient adaptés aux différents stades du vieillissement et pas du handicap, et qu'un projet commun de vieillir ensemble soit défini à minima, avec une réflexion sur ce que signifie l'entraide. Quand on dit solidaire, ça va être quoi la solidarité? À quoi elle va ressembler? Jusqu'où on peut aller? Et c'est ça qui présente aussi une difficulté dans les habitats intergénérationnels, puisque souvent, ce sont des vœux pieux qui sont mis sur la table. Les jeunes vont aider les vieux vont aider les jeunes, ils vont garder les enfants. On demande qui va garder les enfants. C'est aussi une question importante. Voilà. Et en fait, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça.
on a les exemples que l'on a, ceux qu'on connaît le mieux, nous, à l'association à l'âge, puisqu'on est deux, nous sommes deux à bien connaître l'Allemagne pour y avoir vécu, et à y avoir des relations assez encore avec des habitats, donc on les connaît bien. Ça se passe pas comme ça, en fait. Il y a des temporalités différentes, il y a les ménages, enfin, on a des enfants, on sait très bien comment ils sont pris, comment ils n'ont pas le temps, comment... voilà. Et ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire, mais ça peut se faire qu'à partir du moment où on est bien pragmatique et on se dit, voilà, jusqu'où on va, comment on fait. Et c'est différent de définir ça dans un groupe de personnes, de vieux et de vieilles, que dans un groupe qui est ce que nous on appelle intergénérationnel. Donc, aujourd'hui, les habitats participatifs que je connais et qui existent, il y en a un qui est le plus connu, c'est Chamarel, à Vaux-en-Velin, près de Lyon. C'est une coopérative d'habitants. Il y en a un autre près de Chartres, c'est un Mainvilliers, elles viennent juste d'emménager, c'est 5 maisons, Chamarel, c'est 17 logements. Il y a un habitat intergénérationnel où le groupe va bientôt aménager, c'est à Toulouse, mais où le groupe de personnes âgées est important. Dans l'intergénérationnel, quand on habite ensemble, il est important que le groupe des vieux et des vieilles puisse représenter quelque chose comme un collectif. C'est-à-dire que les besoins exprimés ne peuvent pas être retournés comme des besoins individuels, mais comme quelque chose qui est en relation justement avec ce groupe-là. Et comment on les exprime. C'est très important. Donc il faut faire attention aux équilibres des âges, ce qui demande à ce que le groupe soit important et grand, qu'il y ait au moins 20, 25 personnes. Et en France, on n'a pas encore l'habitude, dans l'habitat participatif, de penser des grands groupes. Beaucoup sont persuadés que ça ne marche pas. La réalité démontre le contraire, mais quelquefois, les idées reçues sont très, très, très coriaces. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si. On réfléchit plutôt sur des logements avec des petits groupes, que ce soit dans les EHPAD ou par exemple les petites unités de vie, oui. etc. C'est vrai qu'on va plutôt dans le sens inverse. Donc c'est intéressant. Oui, enfin quand je dis des grands groupes, je dis 25, entre 20 et 30. Voilà, c'est pas non plus. Quand il y a de l'intergénérationnel, c'est pas. Je peux me permettre, je pense que j'ai un exemple, moi, dans l'Hérault, en fait, carrément une mairie qui en fait réfléchit au niveau de son PLU à questionner les habitants c'est un village, c'est pas une grande ville, questionner les habitants en termes d'habitat. Donc le questionnaire, auquel l'ITEV va participer pour le montage, questionne les habitants sur leur envie. Donc on a passé ce questionnaire à toutes les personnes âgées de 55 ans et plus. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez continuer à pouvoir habiter dans votre logement, mais si on vous proposait un logement dans le village quand même pour garder votre lieu de vie, est-ce que ça vous conviendrait? Est-ce que vous seriez prêt est-ce qu'un EHPAD, ça vous intéresserait, etc. Et alors les réponses sont extrêmement intéressantes parce qu'en fait, l'idée d'un habitat conçu et réfléchi pour éventuellement, pas le handicap, etc., mais pour vieillir ensemble, etc., certaines personnes ont dit « Ah oui, ça serait chouette, parce qu'en fin de compte, là, avec mes voisins, on vit ensemble, parce qu'on est dans un village. » Mais effectivement, on ne vit pas encore assez ensemble, peut-être, pour s'entraider, ça pourrait être intéressant. Donc je pense que peut-être c'est une réflexion aussi au niveau des politiques à avoir, et qui irait plus vite, parce que du moment que le concept est aussi, je dirais, accepté par la population, par les collectivités, et donc les financements, parce que c'est quand même ça le problème, peuvent être allés rechercher par ce biais-là, avec l'aide d'associations telles que la vôtre. Je pense que ça peut être très intéressant vraiment de réfléchir aussi en amont, et de se dire que ça peut être des projets pilotes qui existent et qui peuvent être aussi développés et donc répondre à une temporalité un peu plus efficace que ce qui est actuellement, même si ça s'accélère. Voilà. C'était juste une remarque, une réflexion. Bonsoir. C'était pour faire un petit témoignage aussi et partager une réflexion que l'on a dans l'établissement dans lequel je travaille. C'est un foyer d'accueil médicalisé où on reçoit des personnes qui ont un handicap cognitif
suite à un accident de la vie. Donc, on est préoccupé par cette question demandée, relayée par l'HAS, le gouvernement, de ce projet. Ça s'est appelé vieillissement au début, puis après avancée en âge. Enfin, on ne sait pas trop quel mot mettre dessus. Mais du coup, on est confronté à la difficulté de pouvoir accompagner les personnes qui sont dans des établissements médico-sociaux vers une suite, quelle qu'elle soit, d'autres établissements, en fait, sortir de l'institutionnalisation. On s'aperçoit que ça devient de plus en plus compliqué et qu'il y a de plus en plus de demandes. Enfin, on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Et donc, on essaye de réfléchir sur un habitat aussi participatif, de vieillir ensemble. Comment on pourrait faire, en fait? Alors, quand on est vieux et handicapé, Oui. ah ben là... on ne séduit pas vraiment, hein, ça c'est sûr. Donc c'est vrai que ça demande une réflexion d'environnement, d'architectes, de réfléchir ensemble. Et on est de plus en plus mené à ça. De toute manière, on se sent finalement, le changement arrive quand on est un petit peu acculé par les événements de vie. Et donc c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on essaye, en tout cas, de réfléchir sur... comment vivre ensemble, mais avec notre ville. On est à Pierrefitte-sur-Seine. Et comment vivre aussi ensemble les personnes qui viennent vivre ici, et les personnes qui viennent la journée dans l'établissement, et les personnes qui y travaillent. Et en effet, le vieillissement, ça nous renvoie à notre propre vieillissement également. Et on a un regard forcément biaisé en fonction de comment on le vit, comment il est accompagné dans notre vie, etc. etc. Et juste une autre petite remarque par rapport à les politiques qui jusqu'à présent peut-être donnaient cette image valorisante de vieillir. C'était vieillir, ça voulait dire avoir une maturité, avoir de la bouteille et permettre de faire bouger les choses. Et c'est dommage parce que du coup, on a on catégorise, en fait, on a des préjugés et des choses en fait qui empêchent l'agisme. C'est le terme que vous aviez utilisé. Voilà, c'est du coup, selon les situations, on va contraindre une tranche d'âge à quelque chose qui ne lui appartiendrait pas. Voilà. C'était juste par rapport à ça. Bonsoir. Ma question, c'est celle d'un ancien aidant. Je m'adresse au docteur. Vous avez évoqué l'importance d'évaluer toute action de prévention au départ. Ma question, à qui reviendrait le rôle de cette évaluation? Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque, en fait, d'évaluer l'efficacité sous l'angle financier, comme d'habitude? Vous imaginez bien que je l'attendais, en fait. Évidemment, s'évaluer soi-même ou être évalué par le financeur, c'est toujours extrêmement délicat. Et je pense qu'il y a quelquefois des évaluations standardisées ou par un tiers. Mais il faut réfléchir en amont de ce qu'on fait, de l'action qu'on fait, proposer l'évaluation qu'on va en faire, comment on va la faire, par qui on va la faire, quel genre d'évaluation on va proposer, parce que des évaluations, ça veut tout dire et rien dire. Et là, je suis tout à fait d'accord, mais on est confronté à ça à chaque fois. C'est comme si vous demandez si les zones sont dangereuses et que vous êtes financé par EDF. Très clairement, c'est le même style de choses. Hein, donc, vous êtes un petit peu contraint à avoir une évaluation qui est plutôt positive que négative. Là, c'est pas du tout l'idée. Quand j'ai parlé d'évaluation, c'est pour pas aussi, si vous voulez, multiplier. Alors c'est bien, hein, les actions, les idées, il y a plein de choses qui naissent, il y a plein d'activités qui sont proposées. Après, si on n'en évalue pas l'efficacité, je pense que aussi j'ai entendu contraindre tout à l'heure aussi, après, on n'est pas obligé de faire plein de trucs pour se sentir mieux, jeune, avoir, voilà, ce sont je dirais des accompagnements. Mais si on le prend pour une action, je dirais presque de thérapie non médicamenteuse ou d'intervention non médicamenteuse, alors là, il faut une évaluation. C'est-à-dire qu'il faut que ce qu'on a proposé, parce qu'on pensait que c'était une amélioration qui allait éviter éventuellement une perte d'autonomie ou des choses importantes, il faut pouvoir évaluer si c'était exact ou pas, ou s'il faut revoir notre copie, ou si c'est pas ça qu'il fallait faire, ou si l'évaluation est mauvaise.
parce que quelquefois, on se trouve confronté avec des méthodes d'évaluation qui ne sont pas correctes. Donc vraiment, vous soulignez là un problème important. Je n'ai pas vraiment de réponse, parce que j'aurais tendance à dire que c'est presque au coup par coup, parce que pour l'instant, il n'y a pas... Alors, il y a des évaluations standardisées, etc., mais toujours pareil. Qui l'a fait passer, une évaluation standardisée? Est-ce que c'est anonyme? Est-ce qu'on répond? Est-ce comment on répond? Donc c'est très 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 compliqué comme sujet. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose dont il faut discuter et qu'il faut, à mon avis, à un moment donné, systématiser pour ce qu'on propose soit réellement efficace, et démontré comme efficace à un moment donné. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup pour tous ces témoignages et ces informations. Je voudrais juste rebondir sur une petite note humoristique lorsque vous disiez que le jeunisme et l'agisme, c'est une question de point de vue. Je pense qu'on est tous vieux du point de vue britannique. Lorsqu'ils définissent l'âge de quelqu'un, même un bébé, ils disent « How old is he ?» Oui. Combien vieux est-il? Mais même d'une journée où... Donc voilà, on est tous vieux, mais il y a des degrés. En fait. Je voulais juste en fait reparler de l'association Hold Up, même si Madame Sauvage est partie, et de faire prendre un peu la mesure en fait du caractère innovant de cette association que je connais un petit peu, avec des personnes qui à la fois agissent pour elles, mais en même temps qui agissent aussi pour nous en fait. Et le caractère très innovant de cette structure, c'est leur positionnement dans la recherche. Et je trouve ça très très intéressant. Vous avez parlé tout à l'heure d'une recherche avec les services de SSR, avec la ville de Paris. Juste une petite parenthèse, dans le schéma gérontologique de Paris, l'accessibilité de la ville est un des axes. Donc je pense qu'il y a vraiment de quoi faire et je pense qu'ils seront très à l'écoute. Et je pense que ce mouvement de se positionner comme étant partie prenante et définissant les prestations et les services envers les personnes âgées, et de se dire qu'on va leur demander d'abord à eux ce qu'ils en pensent avant de mobiliser plein d'experts qui vont en parler. Voilà, donc toute la place à prendre dans les formations, dans la définition de ces services et de ces prestations. Et ça c'est nouveau. Ça se développe et je pense que c'est un véritable enjeu et bravo à cette association. Il me revient très rapidement, je vous rassure, le mot de la fin. Donc, merci vraiment pour la qualité de vos interventions, mesdames, et pour celle de nos échanges. Grâce au réseau associatif, il existe un vrai contre-pouvoir vis-à-vis du jeunisme et un réel pouvoir d'agir. Grâce aux chercheurs, la notion de vieillesse s'explique, recule, se pondère, s'enrichit. Il convient de privilégier, nous l'avons rappelé à plusieurs reprises, l'intergénérationnel pour ne plus ostraciser les vieux. Respecter les savoirs plutôt que de stigmatiser les fragilités. Stopper le langage politiquement correct pour en revanche changer réellement le regard de la société vis-à-vis des personnes âgées. Respecter la singularité du vieillissement, Madame Marciac nous l'a bien expliqué. Cultiver le bien vieillir par une vraie démarche de prévention. Et pour finir sur une note humoristique, on peut dire que la vieillesse a de l'avenir.